entre le pouvoir central, donc entre Bamako et le nord du Mali. Et vous disiez tout à l'heure, c'est à la chute d'ATT du coup. C'est à la chute d'ATT qu'il a dû faire précisément en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et là, ce sont les mêmes méthodes en fait. Que partout ailleurs. En Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes méthodes. C'est un homme qui est très réseauté. Donc, il a eu son oncle Moustapha Limam Chafi qui l'a introduit donc en Côte d'Ivoire à toute cette sphère au Gotha, on va dire, politique ivoirien. Et c'est un homme de l'ombre, mais qui a le côté relationnel, qui sait avancer ses pions. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il reste un personnage clé de la sous-région, malgré son exil forcé dans le pays. Le portrait donc de cet homme d'affaires malien au réseau, inconnu du grand public. Inconnu du grand public, mais connu des hommes d'affaires qui le courtisent. Voilà, donc portrait de Ben Mokhtar Maouloud à retrouver dans le dernier numéro d'Africa Intelligence, une enquête co-signée Fatoumata Diallo. Merci beaucoup. Bon, voilà. Donc, je pense que cet élément-là vous donne déjà... Une seconde. Goya, ramène ta demande. Mais voilà, je voulais la laisser la place parce que j'avais vu ses commentaires. Donc, je laisse ma place, vous la faites monter. Ok, merci. Okay. Mon professeur, bon. Dans le truc que tu as fait écouter de TV5, c'est une journaliste de Africa Intelligence qui fait l'enquête sur lui. Et elle dit quoi? Elle n'a pas sa photo. TV5 l'a reçu quand? Je crois en 2022. Alors, je vais te dire précisément la date de l'élément. Martin, ramène ta demande. De 2022, novembre 2022 précisément, le 1er novembre. En octobre 2024, Ibrahim Maïga, après son enquête, Ben Mokhtar, voit sa photo que voici. Oui, je l'ai déjà vu. Oui, j'ai déjà vu cette photo, oui. Pour ceux qui demandent c'est qui? C'est lui le conseiller de votre C'est lui le négociateur des terreaux, l'ami des terreaux qui est conseiller à votre ministre de la Défense. Il est malien, il est de Gao. C'est lui qui s'en paye. Il est parti payer vos élus défectueux. Et puis ça a failli devenir parlant entre les généraux là, c'est lui. Vas-y, où ça? Alors, les informations, parce que c'est intéressant, j'ai voulu en fait prendre l'élément de TV5 et même d'Africa Intelligence ou même les éléments de Jeune Afrique et de RFI. Parce que tu sais comment je fais mes enquêtes. Les gens ont souvent tendance en fait à nous dire que on est souvent on prend les informations concernant l'AES ou les informations pro-russes. Or, moi, j'ai une façon de procéder, de travailler. Je me dis que le diable se cache dans les détails. Même où les gens vous pensent que vous n'avez pas la vérité, si vous creusez, vous allez trouver des vérités. Ce qui est intéressant dans cet élément de 5 minutes, on constate quelque chose. Le lien de parenté qu'il y a entre Moustapha Shafik, d'accord, et M. Maouloud Ben Mokhtar. Ça, c'est un élément qui est déterminant et dans lequel vous pourrez comprendre déjà ce qui se passe. Qui est Moustapha Shafik? On sait que Moustapha Shafik était l'homme même, en fait, d'accord, de Blaise Compaoré. Il travaillait... Conseiller aussi. Oui, l'homme de Blaise Compaoré, conseiller de Blaise Compaoré, voilà, Mauritanien, dont la Mauritanie même ne voulait pas de lui, d'accord, donc il avait élu domicile à Ouagadougou. Et précisément, il faut savoir que Moustapha Shafik avait un rôle clé. Son rôle, c'était de négocier avec les bandes du désert. C'est-à-dire ces terreaux qui enlevaient, d'accord, qui enlèvent en fait, d'accord, des coopérants ou qui enlèvent même en fait des Européens ou autres qui viennent. Il faut savoir que en fait, d'accord, quand Gilbert Diendéré était le patron, le boss du RSP, quand il allait dans le désert, vous avez des vidéos où vous voyez clairement Moustapha Shafik. Quand il y a eu la chute du régime en fait de Blaise Compaoré, toutes ces personnes se sont retrouvées à Abidjan. C'est très intéressant. Ils étaient à Abidjan, mais il faut savoir que ATT était tombé bien avant Blaise Compaoré parce qu'on a eu le capitaine Aya Sanogo qui a pris le pouvoir après, d'accord, ATT. Donc, celui qu'on nous présente là, qui est d'accord, qui est M. Maouloud Ben Mokhtar, avait déjà fui, d'accord, le Mali et il était déjà installé en Côte d'Ivoire. Il était déjà installé en Côte d'Ivoire. Donc, naturellement, l'oncle, le tonton a rejoint le neveu sur le terrain. Aujourd'hui, le lieu de prédilection de Moustapha Shafik, il est entre certaines capitales européennes et précisément les pays du Golfe au Qatar. Il faut comprendre ce qui se passe là. On a en fait des gens qui sont dans un réseau, qui sont naturellement des personnes qui sont exilées
politique de leur pays où ils exerçaient, ou dans les pays dans lesquels ils étaient. Moustapha Chafi, pour le cas du Burkina, il peut pas retourner au Burkina parce que voilà, les autres régimes qui ont suivi ont des comptes, d'accord, et voulaient savoir certaines choses. Donc, il était en fait l'élu de Mussine en fait en Côte d'Ivoire. C'est pareil aussi pour Mawlud Ben Mokhtar, parce que dans l'élément, en fait, la journaliste disait que quand les nouvelles autorités sont arrivées, quand ils souhaitaient échanger avec Abidjan, ils passaient par Mawlud Ben Mokhtar. Mais nous savons aujourd'hui l'état des relations entre Abidjan et le Mali. Donc, ces personnes qui sont tout autour sont tous campés, en fait, à Abidjan. D'accord, ils sont campés à Abidjan. La Côte d'Ivoire est un pays souverain, mais quel est l'intérêt, en fait, aujourd'hui pour Abidjan d'héberger ces personnes? C'est la question qu'il faut se poser clairement. Quel est l'intérêt? Sachant que nous sommes dans une situation terreau-terreau. Mawlud Ben Mokhtar avait aussi le rôle d'entremetteur entre le MNLA, d'accord, c'est-à-dire que la rébellion Touareg et le pouvoir légal de Bamako. Nous savons aujourd'hui que le MNLA a franchi un autre cap officiellement en s'alliant au groupe terreau-terreau. Ça, ce n'est plus caché parce qu'ils ont déjà acté cela. Avant, il y avait la confusion, mais aujourd'hui, ils ne le cachent pas, c'est acté pour reprendre et pour combattre contre le régime de Bamako. Aujourd'hui, ils ont décidé de s'allier à visage découvert. Est-ce que les personnes qui réseautaient, par exemple, avec les groupes séparatistes Touareg et autres, d'accord, ont pris conscience de cela? Est-ce qu'il y a des relations encore qui sont entretenues entre le MNLA et ces personnes-là de certains réseaux d'influence qui opèrent aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est la question qu'il faut savoir. Il y a un autre point aussi qui est très important. Et ça, en fait, quand on parle, le plus souvent, on pense que c'est pour le compte seulement des pays de l'AES. La Côte d'Ivoire est un pays souverain. C'est ce qu'on nous dit. Voilà. Donc, on va naturellement admettre cela. Mais je pose la question aux Ivoiriens. Combien d'Ivoiriens sont conscients de la présence de ces personnes-là et combien d'Ivoiriens sont conscients que ces personnes-là travaillent légalement avec l'État de Côte d'Ivoire? Parce que normalement, M. Téné Birahima Ouattara, qui est ministre de la Défense, devait passer devant une commission parlementaire de la Défense pour nous éclaircir sur le rôle que joue M. Mawlud Ben Mokhtar. Combien de députés, combien de nos journalistes, combien de personnes de la société civile savent cela? Parce que je pense que pour la sécurité même de l'État de Côte d'Ivoire, avoir ce genre d'intermédiaires et d'entremetteurs peut nous constituer un risque pour nous. Je répète, pour l'État de Côte d'Ivoire, le fait même d'avoir ces personnes qui sont des intermédiaires ou des entremetteurs, cela peut constituer un risque pour nous. Même si la Côte d'Ivoire, on dit la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité et autres, mais quel est l'intérêt, d'accord, pour la Côte d'Ivoire de recevoir ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils jouent? Quel réseautage ont-ils? Quel investissement font-ils en Côte d'Ivoire? Parce que n'oublions pas qu'on parle du GAFI. Et le GAFI parle de blanchiment. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est connue comme une zone de blanchiment, à notre dépens. Qu'est-ce que ces personnes ont comme investissement? Qu'est-ce que ces personnes font réellement? Quel type d'armes achètent-ils? Achètent-ils des armes légales? Achètent-ils des armes de façon illégale? Je pense que au-delà de tout ce que nous voyons sur le côté qui peut nous sembler spectaculaire ou qui peut nous sembler inquiétant, il faut se poser des questions fondamentales. Qui recevons-nous en Côte d'Ivoire? Qui sont ces personnes-là qui sont proches des personnes qui exercent dans des ministères clés et dans des ministères stratégiques? Autant ces personnes peuvent constituer un risque et un danger pour les États de l'AES, mais pour la Côte d'Ivoire en elle-même, qu'est-ce qu'il en est, clairement? Parce que je peux comprendre que Tania peut faire une démarche de recherche, une démarche d'investigation pour elle-même éclairer sa lanterne et les personnes qui écoutent son panel. Mais nos politiciens là, vous êtes là, combien de personnes se posent des questions sur la présence de M. Mawlud Ben Mokhtar, sur la présence de M. Moustapha Chafi? Que font-ils réellement? Combien d'argent du contribuable ivoirien? Dans les enquêtes, oui. Je vais t'envoyer le lien du journaliste qui a fait l'enquête. Dans les enquêtes, Ben Mokhtar a même soudoyé les ministres du gouvernement ivoirien. Il est soudoyé à chaque élection pour qu'il prête allégeance au frère Ouattara. Oui, lui dit qu'on fait ta demande. Et oui, je vais t'envoyer l'enquête. J'ai hâte de lire ça et donc voilà. C'est détaillé, hein. Tu sais qu'il est du nord du Mali. Il est de Gao. Oui, de Gao, oui. Voilà. Il a sous son emprise aussi les marabouts. Oui, ça je sais. Ça, voilà. Je sais. Et les marabouts là, le ministre de la Défense adore ça. Il les envoie à chaque fois chez lui et ils ont prédit qu'il sera président. Ah d'accord, ok.
Ok, bon, le mysticisme, c'est autre chose. Mais c'est vrai que j'ai eu ce volet-là sur Jeune Afrique parce que je pense que... On dit que la Côte d'Ivoire. C'est vrai que la Côte d'Ivoire doit être libérée physiquement et spirituellement. Et on dit la clé du sel de la Côte d'Ivoire, là, c'est dans sa main. Ah, ok, d'accord. Ah, la main du négociateur des terreaux qui est conseiller des ministres des Défenses. D'accord. D'accord. Bon, je lui souhaite bonne chance comme la clé est dans sa main. Mais ce que je veux dire réellement, au-delà de cela, parce qu'aujourd'hui on parle d'attaque, le journaliste Serge Daniel a parlé de coalition, je sais plus quoi, il a créé un truc, il a dit il y a un groupe actuellement qui opère dans le nord de la Côte d'Ivoire, que c'est pas des terreaux, mais c'est des gens qui sont venus pour, c'est un groupe, il a donné un nom là, un nom, Force Coalition, je sais pas quoi, qui opère. Je pense que dans tout ce cafouillage, il y a des zones d'ombre, il y a des choses qui sont bizarres, mais la Côte d'Ivoire, véritablement, pour moi, aujourd'hui, constitue une passoire et un réel danger. Les militants du parti au pouvoir en Côte d'Ivoire peuvent croire ce qu'ils veulent, mais moi, je préfère prendre, en fait, les articles de presse de leurs journaux, de ceux qu'ils suivent, et pour comprendre ce qu'il en est. Tania, laisse-moi te dire quelque chose et je vais m'arrêter là. Pour l'instant, parce que je veux aller regarder la vidéo là tranquillement et puis je vais revenir. Je vais te dire quelque chose. C'est pas la vidéo, c'est l'enquête, ça a été dans je vais aller lire l'enquête et je vais Claire Action. Merci Ladi Camara. C'est Claire Action. À l'instant. Va regarder, va lire. C'est Claire Action. Et le groupe s'appelle Claire Action. Bon, on attend. Je sais pas comment Serge Daniel a eu les éléments. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes, souvent on n'a pas besoin d'avoir bac plus 15 pour comprendre les choses. Si tu remarques bien, Tania, c'est comme en fait les chaînons. C'est comme en fait une chaîne. Tous ces gens-là, en fait, c'est tout un réseau, les gens se connaissent. Il n'y a pas de mystère. Tous ces réseaux, les gens se connaissent. Tu parles de Moustapha Chafi. Moustapha Chafi a son neveu qui est au Mali. D'accord? Son neveu qui est au Mali qui arrive en Côte d'Ivoire. Une classe politique opposée au pouvoir de Ouagadougou qui sont installés en Côte d'Ivoire, qui participent à des meetings du RHDP. Tu prends le GAFI avec le blanchiment. Tu prends le réseau aussi de ce qu'on appelle les substances hallucinogènes. En fait, quand tu regardes tout ça, tu vois véritablement que c'est le même modus operandi, d'accord, qui se passe. Au moment où il y a des gens qui sont pourchassés au niveau de Bamako, ils fuient, ils viennent trouver refuge en Côte d'Ivoire. Au moment où tu trouves des gens qui sont pourchassés ou qu'on suspecte même au niveau de l'ANR, qui est l'Agence nationale des renseignements au Burkina, ces gens-là, ils trouvent refuge en Côte d'Ivoire. En fait, il y a tout. Et je pense que c'est un volet qu'on néglige véritablement. Moi, je m'exprime en tant que citoyen ivoirien. Je pense que les hommes politiques et les gens de la société civile doivent véritablement se pencher là-dessus. Parce que un jour, ça risque de nous exploser en pleine face. Parce que la Côte d'Ivoire devient en fait une forme de Panama, une forme d'île Caïman. Où on a une épée de Damoclès sur la tête. Une forme d'île Caïman dont on ne se rend pas compte. Parce que je suis persuadé de quelque chose. Ces personnes-là, avant toute chose, ont un ami, c'est l'argent. Ces personnes, parce qu'on nous dit ici que ce monsieur est un homme d'affaires, qu'il aurait financé même la campagne d'ATT, il a fait gagner ATT. Mais quand vous voyez des gens comme Komé Bakari, et on vous dit que ces gens achètent plein de terres dans le foncier en Côte d'Ivoire, et puis ces gens sont relâchés, faites une corrélation. Ces gens-là investissent dans tout. On ne connaît pas la provenance de l'argent. Ils investissent dans tout. C'est pour cela des rapports tels que le GAFI et autres viennent tirer sur la sonnette d'alarme. N'oubliez pas que le Trésor américain, je termine sur cela aussi, le Trésor américain a tiré sur la sonnette d'alarme, je crois, depuis 2 semaines, où il parle de réseautage, de blanchiment, également en Côte d'Ivoire. Donc, mais la France, c'est évident, cher ami. Mais je parle de choses véritables qui se passent, en fait, d'accord, sur le territoire ivoirien. Maman, s'il te plaît, ramène ta demande. Il y a Dani qui veut poser et ce n'est pas seulement les gens de l'AES qui doivent tirer sur la sonnette d'alarme. Je te prends. Ce n'est pas seulement... poser une question à Dani. Ce n'est pas les gens de l'AES seulement qui doivent parler. Moi, je trouve que les gens de l'AES parlent beaucoup, mais les Ivoiriens ne parlent pas. Et il faut véritablement, en fait, se pencher dessus jusqu'à ce qu'en fait, d'accord, les choses ne nous pètent pas en pleine face. Vous voyez le Burkina Faso sous Blaise Compaoré. Quand Blaise Compaoré est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est le même scénario du Burkina quand il s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, son cousin ou son frère, son oncle ou Chafi était conseiller de Compaoré. Et c'était pareil, c'était le même scénario. C'est ce qui doit se répéter chez nous. Moi, je pense que les gars, ouvrez bien parce qu'on est beaucoup endormis. On est sur les affaires d'élection et autres. Mais je pense qu'en cherchant, en creusant, on ne se rend pas compte. Mais il faut faire très attention. Parce que des gens qui investissent dans plein de choses en Côte d'Ivoire sans que les Ivoiriens ignorent,
Vous croyez que quand ils vont investir, ils vont laisser leur pognon comme ça parce qu'ils aiment les Ivoiriens? Il faut faire attention. Bon, je vais prendre Dani rapidement et puis je vais aller lire l'article et je reviens. Ouais, Ounson, j'ai une question pour toi, frère. Oui, Dani. Alors, admettons, c'est vrai, la question est un peu banale, mais elle a un peu du sens. Admettons un peu, une minute, qu'il y ait des pays autour, hein, je mets au conditionnel parce que j'ai pas de preuves, qu'il y ait des pays autour de l'AES qui abritent des terroristes, mais qui ne se font pas attaquer parce qu'il y a un deal. Demain, ces présidents sautent et se font remplacer par des présidents dits panafricains. Il faut vraiment que je pèse les mots. Ne penses-tu pas que demain, ces pays seraient aussi attaqués violemment en rejetant automatiquement la cause sur les nouveaux gouvernements dits panafricanistes? Soi-disant, c'est ces gouvernements qui instaurent l'instabilité et l'insécurité. Ne penses-tu pas que ce serait possible que ce genre de scénario se produise autour des pays de l'AES afin de créer une instabilité totale et générale dans toute la sous-région? Ben, je vais te répondre clairement, naturellement, oui. Et on a un exemple qui est le cas du Burkina. C'est ce que je suis en train de dire. On a un exemple qui est le cas du Burkina. Tout le monde sait que le Burkina Faso était l'un des bastions en Afrique de l'Ouest, j'aime pas trop dire francophone, où tous ces gens-là se retrouvaient. Où tous ces gens se retrouvaient. Mais ce qui est subtil en Côte d'Ivoire, puisqu'on n'est pas... la Côte d'Ivoire n'était pas dans la même configuration d'un pouvoir dur et militaire dans le temps comme celui de Blaise Compaoré. Mais tous ces gens-là se retrouvent aujourd'hui là-bas. Là, c'est parce que Tania a levé en fait un point sur Ben Mokhtar Maouloud. Nous, on en parlait à l'époque. Tania, ça fait 1 an, non? Ça fait combien de temps, nous? Je crois à peu près 1 an. Ça fait depuis l'année passée, oui, l'année passée, on en parlait, mais on prenait ça en fait on prenait ça à la légère. Mais ces gens vivent, Dani, ces gens vivent là-bas. Ils vivent là-bas. Ils vivent là-bas. Les gens blanchissent. Les gens blanchissent. Je te dis, les gens blanchissent. Les gens investissent. Quand on dit en Côte d'Ivoire, ça bouge. Il y a des immeubles qui poussent de partout. L'immobilier qui est en plein boom. On ne comprend pas. Mais écoutez, un moment, quand vous allez abriter ces gens-là, mais forcément, quand le régime, parce que là, c'est un régime qui soutiennent, mais quand ce régime ne sera plus là, qu'est-ce qui va se passer? On va même pas parler même de panafricains, parce que, Dani, toi, tu parles des panafricains. On va dire même un régime même normal qui va vouloir essayer de comprendre le fonctionnement de l'État, tant sur le plan de la défense, tant sur le plan économique, tant sur le plan sécuritaire, pour vérifier beaucoup de choses. Il y a des questions à se poser. Le rapport qui a été fait sur lui, que je t'ai envoyé d'aller lire, Dani l'a lu. Je l'envoie à Dani. Dani, on dit dedans que c'est le négociateur des terreaux dans la sous-région. Ah. D'accord? Tu as lu la partie, Dani. C'est le négociateur des terreaux dans la sous-région. Ce Ben Mokhtar Maouloud, c'est lui. Tu sais que le Ghana a commencé à subir des attaques terroristes? Oui, je sais. Il y a 3 semaines, il y a eu une attaque aux frontières du Burkina. Oui. Nord du, tu te rappelles? Oui, pourquoi au sein de Nana Akufo, il n'y a pas eu d'attaque? Là est la question. La journaliste de Télé Sud que moi j'ai reçue sur mon panel l'année passée m'avait cité des pays de la sous-région qui avaient signé des accords de non-agression avec les terreaux, des deals. Pourquoi dès que mon Nana Akufo prête serment en janvier, il a subi, je crois qu'il a à la 3e ou à la 4e attaque, hein? Est-ce pour son rapprochement avec les pays de l'AES ou bien parce qu'il a refusé de signer cet accord, de renouveler cet accord? Parce que pour le cas du Burkina, quand ils sont partis voir, c'était au temps de Rock ou à quoi là, que Blaise les avait promis, il a dit que lui n'est pas au courant. Oui. Depuis, le Burkina subit ça jusqu'aujourd'hui. Et oui. Pendant que Azazira nous dit que la Mauritanie, l'ancien président, pas celui qui est là, il avait signé depuis 2011, il avait signé cet accord-là. Et celui qui est arrivé, il a renouvelé. Est-ce que la Mauritanie a tapé? Non. Non, mais c'est pas caché, hein, Tania. Véritablement, c'est pas caché. Mais je pense que tu as soulevé un point que nous, mes frères de l'AES, excusez-moi, hein, mais nous-mêmes, en fait, comme on le dit dans le jargon abidjanais, on est dans le pain. Mais on se rend pas compte. Parce que tu as soulevé quelque chose qui, en fait, c'est une pieuvre à 1000 tentacules.
Parce que le terreau, c'est pas seulement des hommes en armes. Hein. Le terreau, il y a le blanchiment. Le terreau, il y a ce qu'on appelle le ganja, le bain. Oui, tout à fait. Voilà, tout un cocktail, en fait. C'est tout un il y a cocktail. plein de choses. Attends une seconde. On s'en va lire le truc. Va lire le truc. Le monsieur dont on est en train de parler là. Air cocaïne au nord du Mali là. Donc, il y a plein de choses. Et quand vous voyez chaque point qu'on cite, vous voyez que c'est des fléaux qui existent chez moi. Donc, je me pose des questions. Et dans le blanchiment, pour blanchir, on peut blanchir dans beaucoup de choses. L'immobilier, on peut blanchir. L'Espagne a subi cela. On peut blanchir dans l'immobilier, on peut blanchir dans plein d'autres domaines. Donc, moi, je me dis que véritablement, merci aux Haïtiens hein, de lever ce point-là, mais je pense que les Ivoiriens doivent prendre à bras le corps cet élément-là et poser des questions réellement. Que font ces gens-là en Côte d'Ivoire? On sait que la Côte d'Ivoire, elle est hospitalière, hein, d'accord, par origine, mais c'est pas parce qu'on est hospitalier, on reçoit tout et n'importe quoi, d'accord? Et je pense que des gens sont là, normalement, pour éveiller. On peut tout reprocher à Tania, mais je pense que Tania, ce qu'elle fait, c'est ce que normalement le citoyen qui se dit patriote devait faire. Mais bon, comme on dit que la politique, je ne dirais pas la religion, mais la politique est l'opium des ignorants. Et l'opium, en fait, de ceux qui ne veulent pas voir, bon, tant pis. Mais bravo, Tania, pour ce que tu fais. Et je pense qu'il faudra mettre un foulard comme ça tous les jours parce que tes sujets sont aussi éclatants. Je vais aller lire l'article et je vais... Va lire l'article, tu reviens, et puis on va faire un programme sur le Marico Ivoire dessus encore. D'accord, Tania, d'accord. Et puis, en tout cas, l'unique, bienvenue. Monsieur Amir, bienvenue. Je vais lire et je reviens tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure, on sent. À tout à l'heure. Bonne arrivée à l'unique. Monsieur Amir était là, hein. Bon, on va écouter Monsieur Kof et puis on va écouter Monsieur Amir. Je sais qu'il y a une femme, mais bon. Mais s'il te plaît, on va écouter les deux parce qu'ils sont là depuis longtemps. D'accord? Bonsoir ma soeur et vraiment Sam vient de partir, il reviendra après. Merci pour le boulot que vous avez fait, le Roby ou Oloufela. En tout cas, tous ces grands patriotes qui se réunissent à cette lucane qui est donnée à tout Ivoirien de pouvoir se prononcer. Quand on a fini de dire ça, pour ne pas oublier, Tania, tu étais en train de parler du Ghana. Dans les recherches que nous avons faites, il s'est trouvé que quand le président est arrivé au pouvoir, il a commencé à combattre, comment on appelle, l'orpaillage clandestin. L'orpaillage clandestin au Ghana. Et quelque part, c'est comme il va toucher un peu la manne financière des terreaux parce que c'est là. À partir de mai, il a fait sortir une loi en avril où en mai, l'or ne devait pas sortir sans l'autorisation des trucs. Les étrangers. Tu as tout compris. Voilà. Donc, en temps au Ghana, arrivé un moment, on combattait plus les terreaux. Une manière de pouvoir blanchir l'argent par le trafic de l'or qu'ils arrivaient à chose. Donc, une manière de couvrir en quelque sorte l'argent. Ça veut dire que l'or, vous extrayez l'or, mais nous, on vient la payer de façon clandestine. Et ça, c'était les films américains et étrangers qui s'occupaient de ça. Et les terreaux pouvaient exercer comme ils voulaient. Et comme Nana Akufo-Addo, comme tu l'as dit, avait signé la charte et qu'il était dedans, on ne pouvait pas attendre que le Ghana et les affaires roulaient tranquillement. Mais quand le président arrive, il essaie d'assainir le milieu, d'où il essaie de mettre vraiment tout ça au clair pour que les Ghanéens eux-mêmes puissent profiter de leur or. Et ça va déranger tout le business. Et vous avez vu ce qui a suivi. Alors, moi-même, je suis en train de comprendre quelque chose, vu ton panel, quelque chose on avait banalisé et que Nsam vient de relater et qui est vrai. Parce que quand nous sommes en train de faire une lutte, il y a beaucoup, comme on appelle, de branches. C'est comme un arbre. Ceux qui sont spécialisés dans une branche, je pense que nos chercheurs en droit et autres, les constitutionnalistes actuellement, doivent faire le travail qu'ils doivent faire. Pour déstabiliser le régime Ouattara, je pense que tout le monde doit mettre la main à la pâte. Et il faut faire de façon simultanée. Il ne faut pas attendre. Parce que quand nous allons regarder les autres faire et que nous allons vouloir attendre, ça ne va pas passer. Donc, ce que tu viens de toucher, moi-même, je crains pour ta sécurité. Oui, parce que ce que tu viens de toucher est énorme. Et comme Nsam vient de dire, c'est une chaîne. Dès que tu touches un point, quand tu vas vouloir creuser, tu vas tomber encore. Au fur et à mesure, tu vas tomber dans le boom. Et la supercherie sera découverte. Mais si aujourd'hui, on va prendre peur, on dira que parce que notre sécurité est menacée, qu'on ne le fera pas.
Mais ça, c'est eux-mêmes qui se sont tirés une balle dans le pied. Nous allons le dénoncer parce que le diable a peur de la lumière. Pourquoi ce Cheikh Ben Mota est un homme de l'ombre? Pourquoi il aime opérer dans le noir? Pourquoi il ne veut pas que son image soit connue? Simplement parce que les affaires qu'ils font ne sont pas claires. Sinon, si ça profitait à l'État ivoirien, je pense que on pouvait le clarifier, comme il le dit, devant le Sénat et devant l'Assemblée nationale, dit aux Ivoiriens, voici le rôle intéressant que ce monsieur fait auprès de la nation. Mais malheureusement, vous avez vu que depuis que Tania, tu es en train de dire, personne n'a vu ce pan et personne n'a communiqué sur cet aspect. Mais pourquoi les autres sont attaqués? Le Burkina a accusé. Il a dit que les terreux viennent opérer chez nous ici et ils vont dormir chez vous, ils vont faire le marché même chez vous. On a eu cette information. Vous avez demandé au Burkina de faire sortir les preuves. On a dit, mais vous-même, on dit non, les gens dorment chez vous. Et que vous êtes en train d'héberger des, comment on appelle, donnez-moi, des personnes qui sont réfugiées chez vous, où on construit des maisons. On a dit, cette affaire-là n'était pas claire. Aujourd'hui, voici que les informations sont en train de fuser partout. Et aujourd'hui, ça nous met dans une position très inconfortable. Mais est-ce que nous allons regarder faire? Donc, comme Nsam vient de le dire, moi, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Il y a assez de personnes, faites passer les autres. Allez-y et on va organiser un panel dans ce sens. Et notre rôle sera dans tout ce mois, la thématique sera sur ce que M. Cheikh Ben Mokhtar fait et qu'il devient le conseiller de Téné Brahima, qui est ministre de la Défense, à aller payer des hélicoptères pourris. Et même, il y avait un activiste qui avait dit, je ne sais pas si vous pouvez me donner le nom, qui avait dit que le matériel ivoirien était en location. Une année, il avait donné cette information. Apparemment, même, ça lui a valu même une peine de prison. On a dit que c'était faux. Il va payer même les hélicos pourris là. Il donne pas tout l'argent que la Côte d'Ivoire lui donne là-bas. Il y a des dettes là-bas. Donc, vous voyez que quelque part, aujourd'hui, ça veut dire que l'intérêt des Ivoiriens même ne compte même plus. Ils ont pris la Côte d'Ivoire par le feu et le sang et aujourd'hui, ils sont venus faire leurs affaires à la tête de notre pays en utilisant l'argent des Ivoiriens et sur le dos des Ivoiriens par les impôts. Et je vais te dire, Tania, la seule chose qui va, comment ça va se solder? Le problème foncier aujourd'hui qui devient un problème récurrent des Ivoiriens, c'est là que tout... C'est là que tout... Hein? Il a bugué. Excusez-moi, mon réseau balance, excusez-moi. Mon réseau balance, j'ai un appel là. Bon, si c'est coupé, puis tu prends une autre personne. Vous allez... L'affaire Komé Bakari, elle n'a pas pu son envol parce que simplement, secteur où on peut mettre assez de... Prenez aussi la poudre blanche. La poudre blanche aussi est le secteur... Bon, d'accord, je vais descendre, je vais refaire ma demande. Amenez votre demande. Ce que vous êtes en train de dire, c'est tellement intéressant parce que je voulais dire, l'histoire de Komé Bakari même est loin. Alors, Choupapi, ce que Choupapi a dénoncé là, la personne qui l'a parlé là, mais c'est un apatride déstabilisateur du Niger. C'est les gars de Bazo qui ont fui, qui sont venus à Abidjan. Et ce que Choupapi a dénoncé, c'est pas pour ça qu'il a été condamné. Ils n'ont pas dit non, pourquoi il a le droit de payer les terrains. Non, ils ont dit qu'il a fait xénophobie. Donc, ils sont en train de nous dire que les étrangers ont le droit de payer des terrains dans les zones, je sais pas, Uber, non? Oh, pourtant, dans la loi, ce n'est pas possible. Et c'est ce que ces Nigériens les tentent de faire. Et puis, Choupapi a dénoncé. Et le monsieur que Choupapi a parlé de lui, là, une zone rurale, merci, des terrains dans les zones rurales. Donc, la personne que Choupapi a dénoncé, là, c'est les gars de Bazoum, les apatrides, des stabilisateurs du Niger, qui quittent au Niger, qui viennent payer des terrains dans le milieu rural. Oh, pourtant, c'est interdit par la loi de la Côte d'Ivoire. Mais quand on arrête Choupapi, on le juge. On a dit, mais non, il a le droit. C'est pas parce qu'il est étranger, mais non, il parle plus de ça. Parce qu'ils savent que la loi interdit ça. Ils disent à Choupapi qu'il a fait une xénophobie. Mais est la partie qui nous intéresse, où on dit que un gars du Niger est en train de payer, en train de vendre des terrains dans des zones rurales. On peut en parler. Ami, vas-y, parle. Ami, vas-y, parle.
Vas-y, pas les on va écouter Miss Touche et l'unique. Amir? Amir, tu es là? Olouf est là, tu l'entends? Moi, je l'entends pas. Pourtant, il voulait prendre la parole depuis tout à l'heure. Amir? Amir? Amir, tu es là? Tu es là? Peut-être qu'il est pas à côté de son téléphone. Bon, du coup, on va écouter Miss avant. Qui ouvre ton micro, s'il te plaît? Bonsoir ma soeur, bonsoir mes frères et sœurs. Franchement, ma reine... Un instant, Miss. Excuse-moi, Miss. Je crois qu'il n'arrive pas à se démuter, en fait. Ami n'arrive pas à se démuter. Attends, je t'envoie une invitation. Depuis. Ah, ok. Ami, regarde, je t'envoie une écoute. invitation. Amir, je t'envoie l'invitation, tu vois? Bon, ok, descends, tu reviens. Descends et reviens. Descends et reviens. On l'attend alors, on l'attend alors. Vas-y. Oh, vas-y, si. Ah ouais? Ah d'accord, ok, d'accord. Ok ma reine, fais attention à toi, c'est ce que je voulais déjà te dire parce que l'information que tu viens de sortir là, on la connaissait déjà, hein. On sait que ce monsieur se cache en Côte d'Ivoire. Mais personnellement, je ne pouvais pas imaginer que le poste qu'il occupe là, je ne pouvais pas imaginer qu'il était derrière les négociations. Comme s'il n'y avait pas d'Ivoirien digne, capable de négocier des armes. Mais il est conseiller du ministre de la Défense. Conseiller du ministre de la Défense, un terreau. Un terreau, ma sœur. Mais avant de commencer, pardon, j'aimerais vous demander d'abord ici. Tu as passé une information. Des journalistes des chaînes françaises viennent interviewer des terreaux, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui versent le sang des Africains. Que nos militaires, nos armées recherchent, qui sont cachés. On n'a pas leur lieu. Mais eux, en France, aux États-Unis, ils savent où sont cachés les terreaux chez nous. Est-ce que vous pouvez imaginer l'inverse, ma soeur? Même un journaliste ivoirien, malien, qui un jour essaye d'aller interviewer un terreau qui verse le sang des Français, que les Français sont en train de rechercher. Ils ne connaissent ni l'adresse ni le numéro de téléphone. Vous trouvez cela normal de venir s'entretenir avec quelqu'un qui verse le sang? Et tout ça là sans donner la localisation, sans dire à nos dirigeants où il se trouve et comment on peut l'avoir. Dani a posé une question très simple, ma soeur. Moi, je vais vous dire quelque chose. En Côte d'Ivoire, ça va se passer comme dans l'AES. Vous savez que l'impérialisme ne change absolument jamais de méthode. Ce sont les mêmes méthodes. On les a chassés dans l'AES. Vous avez vu ne serait-ce que la carte du Mali, comment elle a été gangrénée par le terreau. Ils n'arrivaient pas à contenir le terreau. Maintenant que nous avons les FAMA et tout ça, les terreaux sont contenus, mais les attaques se sont multipliées. Ils ont un seul but, de faire croire aux Africains que c'est à cause de nos dirigeants qu'il y a des attaques parce qu'ils ne font pas grand-chose. Donc, il faut les rappeler. Donc, si jamais il y a changement de pouvoir en Côte d'Ivoire, il faut que nos dirigeants, nos suivants, puissent aborder ce côté-là au niveau de la communication et surtout vous, mes frères et sœurs, que vous puissiez accentuer la communication parce que Monsieur Langlais l'a dit. Il a dit que le terreau, son épicentre, c'est dans le Sahel. Et qui est derrière le terreau? Ce sont les Américains, ce sont les Français, ce sont tous ces gens-là. Donc comment ils peuvent te dire que ça s'est déplacé? L'épicentre du terreau mondial, c'est dans le Sahel. Parce qu'ils ont décidé que le Sahel, ils veulent le Sahel. Alors du coup, il faut multiplier les attaques dans le but de faire croire au monde que nos dirigeants ne font absolument rien et comme ça, il faut les faire. Excuse-moi aussi, Miss. C'est aussi pour ça que la Russie l'a déclaré récemment qu'il faut tout le monde entier se concentre sur ce qui se passe dans le Sahel quant à ce qui concerne le terrorisme, Miss. C'est juste pour appuyer un tout petit peu ce que tu dis. Continue, s'il te plaît. C'est-à-dire que ce qui se passe, le but c'est de faire montrer aux gens que pendant qu'ils étaient là, selon eux, il y avait moins d'attaques. Maintenant qu'ils ne sont plus là, il y a plus d'attaques. Donc, pour faire croire aux Ivoiriens que quand ils étaient en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas d'attaque, alors qu'ils ont dealé
la sécurité de la Côte d'Ivoire et la tranquillité de la Côte d'Ivoire avec le diable. Le jour où ce diable va quitter la Côte d'Ivoire, il va se fâcher contre la Côte d'Ivoire, multiplier les attaques, cette fois-ci en Côte d'Ivoire, dans le but de faire payer au peuple ivoirien le fait qu'on lui ait enlevé cette manne financière. C'est comme ça que le terreau marche. On ne peut pas imaginer que nous avons un terreau. Le terreau est focalisé sur 3 pays. Les autres pays autour, le terreau rentre, il va dormir. Comment le terreau reconnaît certains endroits où il doit attaquer et les endroits où il doit dormir, alors qu'on nous dit que le terreau n'a pas de religion, il n'a pas de ceci. C'est un terrorisme qui est orienté, ma sœur. Notre peuple de Côte d'Ivoire, mes frères et sœurs, il y a danger là-bas. On doit prier, mais j'ai mal au cœur. C'est-à-dire que j'ai tellement mal au cœur de ce que ce monsieur a fait de notre belle Côte d'Ivoire. De notre belle Côte d'Ivoire. Donc sachez-le, préparez-vous là-bas. Ce sera la même propagande que ce qui se passe dans le Sahel. Si jamais Laurent Gbagbo prend le pouvoir ou quelqu'un d'autre par rapport à Ouattara, vous allez subir cette propagande et cette désinformation. Mais sachez que nous serons là pour ça. La Côte d'Ivoire doit être libérée. Tous les pays, nous le savons, où côtiers où il y a la paix, tous ceux qui entourent l'AIS, où il y a la paix, nous savons que les dirigeants de ces pays ont dealé avec le diable, sont de connivence avec ces terreaux pour ne pas être attaqués et les envoient attaquer nos 3 pays. Au lieu d'être tous solidaires, comme disait Oloufela, qu'on boute tous ces occidentaux de nos terres, qu'on se batte ensemble, qu'on s'unisse. Il y a d'autres qui ont décidé, pour leurs intérêts personnels, de verser notre sang et de faire semblant de lutter contre le terreau. Tu imagines un pays normalement constitué, un terroriste conseiller de ministre de la Défense. Mais c'est une abomination. C'est une abomination. Et on s'étonne que mes frères et sœurs ne peuvent pas parler en Côte d'Ivoire. On ne peut pas marcher. On ne peut même pas appeler étranger en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu appelles quelqu'un étranger en Côte d'Ivoire, on te met en prison. Et les Ivoiriens sont traités d'immigrants en France. Les Ivoiriens sont traités d'étrangers. C'est les gens qui sont chez eux et qui s'appellent ces Ivoiriens de les appeler étrangers. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? On peut faire ça à un enfant d'un pays? Museler l'enfant d'un pays comme ça? Eh ma soeur, est-ce qu'on peut faire ce genre de choses? Le mot étranger est en train d'être interdit du vocabulaire ivoirien parce que ce pays est envahi. Ce pays est gangréné par une mafia internationale qui a décidé de mettre... Le Hezbollah aussi y est. Hein? Le Hezbollah y est. Vous imaginez ça? Ce que Ouattara a fait de ce pays? Nous sommes partout, nous marchons dans tout le monde entier, nous sommes appelés étrangers. Et dans nos pays, nous n'avons pas le droit d'appeler ceux qui nous appellent étrangers chez eux, étrangers. On nous met en prison. On nous parle de xénophobes. On a encore fait la chasse à l'homme il y a 2 semaines en France, contre le N. Je ne vais pas dire le mot. Chasse à l'homme dans un village français, où ils voulaient casser du N. Et en Afrique, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas le droit d'appeler ces mêmes Français étrangers. On va où avec ça? Donc mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, on est ensemble. C'est-à-dire qu'on va se battre. Mais ce pouvoir-là doit sauter. On ne peut plus laisser la Côte d'Ivoire entre les mains de ces brigands. Ce pouvoir doit sauter. Et on va tout faire. Et toi, ma sœur qui est là, fais attention à toi. Nous savons ce que tu as subi déjà pour sortir de l'antre de la bête. Fais attention à toi. Parce que cette information de Ben Mokhtar, nous la connaissons. Mais personnellement, je le dis, je ne mens pas. Je ne pouvais pas imaginer qu'il était au sommet de l'État de la Côte d'Ivoire. Un terreau qui dirige le ministère de la Défense pratiquement de la Côte d'Ivoire.
Et on s'étonne de ce que ce pays est devenu. On vous dit que la Côte d'Ivoire est calme, alors que la Côte d'Ivoire, ça bouillonne. Le pays est entre les mains des terroristes. Comment un terroriste va se détruire? Comment un terroriste va s'attaquer? Il a besoin d'un endroit pour dormir. Et la Côte d'Ivoire est cet endroit où il a trouvé pour dormir avant d'attaquer tous les pays qui ne font pas sa volonté. Merci beaucoup. Merci. Merci. On s'en dit que Oui. il a lu ce que je l'ai envoyé. Il dit il est choqué, son esprit va plus loin. On sent, quand tu vas envoyer ta demande. Ouais. Ok, je peux On va parler. le faire remonter. Du coup, tu sais ce qu'on va faire? Voilà. On va écouter Ami le libérer sa place et après, cette place-là va rester vacante pour toute personne qu'on peut à tout moment mettre là-dedans. Vas-y, Ami, on t'écoute. D'emblée, Je vais demander la permission à Afrique des Fiers Guerriers parce que je n'aurais pas mon frère unique. L'unique, d'accord? J'ai pas entendu. Je dis après Ami, j'aimerais demander la permission à Afrique des Fiers Guerriers parce que je veux parler à mon frère unique. D'accord, ok. Vas-y, Ami, vas-y. d'emblée, pour commencer, je tiens d'abord à saluer la sœur Tania pour le courage et puis son éclairage sur l'information de la sécurité, du conseiller de sécurité, du ministre de sécurité de la Côte d'Ivoire. En fait, c'est une révélation, disons, plus idoine en vue d'éclairer la lanterne par rapport à la propagande de Makosso. En fait, je lui dis merci pour l'initiative. Et cette information est tombée d'emblée à un moment opportun. Merci. Et aussi remercier tous les panélistes qui ont eu à prendre la parole, en tout cas qui ont eu un raisonnement, un commentaire beaucoup plus éclairci, plus pertinent sur ce panel. En fait, tout a été déjà dit. Tout a été déjà dit. Au risque de se redire, de dire les mêmes choses, je vais aller à l'essentiel. Dans le panier de tout ce qui a été dit, si on veut tout résumer, l'objectif c'est quoi? C'est la libération de la Côte d'Ivoire. Et la seule question qu'on peut se poser, comment cela peut se faire? C'est vrai, les panels permettent d'éclairer les consciences, permettent d'avertir, permettent aussi de prévenir. Ça, c'est normal. En toute guerre, il y a plusieurs formes de mener une guerre. La guerre peut être psychologique, elle peut être physique aussi financière, bon, toute forme. Et le travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui est un travail salutaire. Quand on recentre le débat sur le problème de la Côte d'Ivoire, en fait, c'est beaucoup plus pathétique. Le problème est beaucoup profond. Le mal est très, très profond. Le mal est très profond. Si on vient analyser aujourd'hui les causes endogènes du conflit, du problème de la Côte d'Ivoire, en fait, c'est pas de suite on va retrouver la solution. En Côte d'Ivoire, nous assistons à deux types, disons à trois types d'Ivoiriens. Les trois types d'Ivoiriens sont les suivants. Il y a des Ivoiriens d'origine qui sont beaucoup plus accueillants, qui ont accueilli certains frères, nos frères, les frères voisins, avec qui ils ont mené une vie de convivialité, une vie de partage. Il y a des Ivoiriens qui ont immigré en Côte d'Ivoire, qui sont venus, qui ont fait fortune, qui ont fait des enfants, aujourd'hui qui ne se reconnaissent plus dans leur patrie d'origine, disons apatride, et qui se sont appropriés la question de la Côte d'Ivoire.
Et il y a des Ivoiriens, quand bien même étant Ivoiriens, qui se reconnaissent dans une région en un seul individu. Donc, quand on veut faire l'analyse de ces faits, la crise ivoirienne est beaucoup plus profonde. Si je me rappelle bien, une petite parenthèse, la crise ivoirienne a eu pour origine l'aide disons, des citoyens de l'AES. Quand il veut parler de l'AES, il veut parler du Niger, du Mali et du Burkina. Ces compatriotes, en son temps, depuis 2002, ont pris fait et cause et effet dans cette crise ivoirienne. Et quand Ouattara est venu au pouvoir, son premier gouvernement, d'ailleurs dirigé par Sorobium, tenait ce conseil des ministres au Burkina. Et cela n'a dérangé personne. En ce moment, il y avait une paix relative que Blaise Compaoré avait organisée, une paix relative que Blaise Compaoré donnait dans la sous-région, disons au Burkina. Et cela battait son plein et ça ne dérangeait personne. Les choses se passaient bien. Subitement, après la chute de Blaise Compaoré, tous les déchus de l'AES aujourd'hui se retrouvent en Côte d'Ivoire, y compris Blaise Compaoré. Aujourd'hui, tous Ivoiriens qui jouissent et qui sont payés, entretenus par l'argent du contribuable ivoirien. Comme le mal se retourne à l'AES, aujourd'hui, les Ivoiriens, connaissant comme des gens non rancuniers, certains Ivoiriens ont pris cause partie de l'AES pour défendre l'AES. Aujourd'hui, ce même Draman qu'ils ont aidé hier, qu'ils ont applaudi hier, se retourne contre eux. Automatiquement, ils voient en lui mauvais, une personne mauvaise. Tous décrits et des Ivoiriens, même à leur cause, défendent l'AES. Vous comprenez ça? C'est parce que Draman revient contre eux aujourd'hui, ils le combattent. Hier, c'était leurs frères, c'était leurs amis, ils défendaient leur cause. C'est parce que le mal se retourne contre eux, disons, le karma. Voilà pourquoi ils crient sur tous les toits. Quand il faisait le conseil des ministres hier, où était-il? Il y a un quartier qui s'appelait Ouaga 2000, au Burkina. Ce sont les Ivoiriens qui ont construit ça, ça appartient aux chefs rebelles qui sont là aujourd'hui. Ça s'appelle plus Ouaga 2000. Ouaga 2000, il y a un quartier là-bas où les Ivoiriens ont construit. Ça s'appelle toujours Ouaga 2000. Mais qui 2000, a construit? voilà. Où était-il hier? À ce moment, ces personnes ont éventré, tué des Ivoiriens là. C'est parce que le mal est retourné contre eux aujourd'hui. Et il y a même des étrangers qui sont de l'AES, qui sont en Côte d'Ivoire. Quand Makosso fait ses panels, il monte sur les panels pour combattre l'AES. Et pour une petite chanson, on va installer Babo Petit Mochi, va chez toi. Ils font de la récupération pour stigmatiser les Ivoiriens. Tu commences à aller ailleurs, mais pardon, reste dans... Non, je ne viens pas ailleurs. Exactement. Parlons de Ouattara. Monsieur Amir, oui. Actuellement, bien sûr que oui, je défends l'AES. Bien sûr. Grand boss, regarde, je t'envoie un message. Voilà, c'est bon. C'est bon. Bien sûr que je défends l'AES. Oui. Ce qui s'est passé là, c'est ce que je suis en train de démontrer un peu. Ma révélation d'aujourd'hui là. Je suis en train de démontrer aux Ivoiriens et à ceux qui me suivent, qui ne sont pas Ivoiriens, que le gouvernement Ouattara même, nous-mêmes là, on est dans PNE. Jusqu'à eux-mêmes, ils ont pour conseiller un terreau qui est négociateur des terreaux du Sahel. Ceux qui viennent accuser les voisins, c'est des cas drôles en fait. Restons là. Voilà. Donc, quand je parle chez les voisins, restons, clarifions déjà entre nous. Voilà, c'est pour dire que pour nous là,
aujourd'hui, là, on va mener nos combats. Mais le combat qu'on va mener, là, il y a toujours une plaie dans nos rangs. Et cette plaie-là, c'est les mêmes déchus de l'AES qui sont actuellement avec lui à Abidjan là-bas, qui sont pour sa cause. Donc, quand ça va dégénérer, quand les Ivoiriens vont se lever, c'est les mêmes personnes là qui seront devant les Ivoiriens. C'est de ça que je vais parler. Et que quand les Ivoiriens ils se mettent à chanter, ce ne sont pas les frères de l'AES qui sont concernés. C'est les étrangers apatrides de l'AES qui sont actuellement, qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont devenus un vrai problème, l'os dans la gorge des Ivoiriens actuellement. Sinon, les étrangers lambda qui sont là-bas, qui font leur travail, qui ne s'occupent pas de la politique, qui sont venus chercher leur argent, qui payent leurs impôts tranquillement, n'ont pas de problème avec les Ivoiriens. Ils n'ont pas de problème avec les Ivoiriens. Mais la majorité de ces déchus de l'AES apatrides là, aujourd'hui, qui consiste une gangrène pour les Ivoiriens. C'est de ça que je vais parler. Ok, d'accord. Si vous avez compris, c'est de ça que je vais parler. Demain, c'est eux là qui tiennent des discours guerriers sur des chaînes de plateau, qui coupent les tendons. C'est eux qui égorgent les gens, qui font l'apologie de la crise, des crimes qu'ils ont commis. C'est de ça que je vais parler. Ok, d'accord. Si tu veux, si les autres veulent parler pour partir dans ce sens, tu vas partir avec eux. D'accord? Bon, je t'ai dit non, quand tu finis de bien lire, là, tu remontes, on va parler, puis on va faire un programme aussi sur ton panel, sur le marigot. D'accord? Ami, coupe ton micro. D'accord? Ok. Faut couper. Ouais. Et Tania, Tania, prenez le cœur orange, s'il vous plaît, les gars. Le cœur du jour, là, c'est un haut, là, c'est simple. Hein. Tapoter. Prenez le cœur orange, s'il vous plaît. Ça coûte rien du tout. C'est juste pour sécuriser le live. Si ça vous plaît d'être là, sécurisez quand même le live. Merci. Tania, tu voulais dire? Déjà, bonne arrivée à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Bonne arrivée à mon ange gardien qui m'a retrouvé. Moi-même, je cherchais son compte, je n'ai pas retrouvé bizarrement. Pourquoi Kevin arrête de me donner la moustache? D'accord? Grand boss, merci le monument. Merci. Oui, bonsoir Maman Tania. Je peux parler? Oui, tu vas parler. Je veux Afrique des fiers guerriers. Donne-moi la permission de parler à mon frère. Oui, Tania. Non, t'inquiète. Donne-moi la permission de parler à mon frère l'unique. Quand il va finir de parler, puis tu vas parler. D'accord? Vas-y, c'est à l'aise. Bonsoir. Abonnez-vous à l'unique qui est mon frère aussi. Voilà, qui est dans le combat aussi, qui dénonce le gouvernement ivoirien, tout et tout. L'unique, comment tu vas? Oh, Dieu fait grâce. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tania, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Zarathus, comment tu vas? Tu vas bien? L'unique, c'est ça qui m'a envoyé sur la piste de Ben Mokhtar Maoulou. Vraiment, je sais pas. J'étais en live, on m'a dit non qu'il y a Tania qui devait se mettre en live, il fallait que je coupe et tout, voilà. Que, voilà, il y a des consultations. Un tiamiste. Ah bon, d'accord. Il est sur mon panel l'année passée qui me dit, Tania, tu te fâches à cause de l'attaque de Bassam là. Il faut mener les enquêtes. Et cherche Moustapha Chafi. Oui, Rachel, je connais Moustapha Chafi. Oui, j'ai parlé de lui aussi. Cherche Moustapha Chafi. Quand tu vas savoir qui est Moustapha Chafi, tu vas beaucoup comprendre sur l'attaque. Tu vas beaucoup comprendre sur l'attaque de Bassam. Je dis, ah bon, il m'a dit oui. Un jour, il est remonté encore, il dit, tu sais que l'attaque de Bassam, c'était pas une attaque terroriste. Bon, c'était des terreaux, mais ils n'étaient pas venus pour la Côte d'Ivoire. J'ai dit, comment ça? C'est un règlement de compte. Là, je commence à fouiller. Je fouille. Je le trouve lui et je trouve Ben Mokhtar. Les deux là sont comme ça les terreaux du Sahel. Moustapha Chafi a eu quel plan avec les terreaux, un groupe de terreaux là. Ça a cuit entre eux. C'est comme ça qu'ils sont venus le chercher. Parce que lui, il vient à Dubaï. Il est entre Dubaï et Abidjan. Et quand il vient en Côte d'Ivoire, il est tout le temps à Bassam, à Assimi. Maintenant, à l'attaque que tu vas mal finir. Bon, moi, parlez de vous le mois prochain, là, quittez devant les gens. Maintenant, à l'attaque de Bassam, qui a revendiqué cette attaque-là? L'unique. Qui a revendiqué l'attaque de Bassam?
C'est le gouvernement ivoirien, non? Je sais pas. Quel Hakimi. C'était Mouzine, non? Acmi. C'était Ok. Acmi. Ah, Et qui est à la tête de Acmi? Vraiment, terreau, vraiment, moi, je n'ai pas mené des enquêtes sur... Afrique des Fièvres, qui est à la tête de Acmi? C'était Yag Agali, non? Yag Agali qui est ami à qui? Qui est ami au gars là que tu viens de citer, non? Mustafa Chatri ou Chafi ou qui là? Non, il est ami à Chafi et il est ami à celui qui est conseiller du ministre de la Défense actuel, Ben Mokhtar. Ibirahama. Waouh. Mais c'est mort là, Tania. C'est bon, En fait, je croyais que l'AES est plus d'un pain que la Côte d'Ivoire. Mais je crois que la Côte d'Ivoire est plus d'un pain. Vas-y, l'unique, vas-y. Il faut que je lise aussi le document là, parce que tu sais que moi, je suis bien concentré sur tout ce qui est actualité ivoirienne. Comment tu dis où c'est va t'envoyer? Je t'envoie, c'est grave. Ouais, je vais voir ça, ouais, parce que les histoires des terreaux, mais il faut qu'on voit clair dedans même. Il faut qu'on voit clair, parce que moi, ce sont des gens que je m'occupe pas, sincèrement, je m'occupe pas d'eux. Mais je sais que c'est hier, il y a un gars qui m'a interpellé sur mon panel en me disant que lui, il était à la Maca quand ils ont reçu la visite des terreaux. Bonsoir, ouais. Voilà, il était à la Maca quand ils ont reçu la visite des terreaux. En tout cas, il dit que c'était quelque chose d'une cinquantaine de personnes comme ça qu'ils ont envoyé à la Maca et on les a mis au bâtiment C. Et on les a évacués nuitamment. Il dit que c'était des gens bizarres. Voilà, ils sont venus, ils étaient il y a quelques semaines, plus de 50 personnes. Si tu n'es pas au courant, il y a quelques semaines, c'est Soulé qui a publié ça. Il y a quelques semaines, il les avait attrapés. Ils avaient attrapé, je crois, 4 ou 5. Ils ont même montré leurs photos. On dit qu'ils se sont échappés d'un camp de gendarmerie. En tout cas, le petit, le gars, il est venu sur mon panel. Il dit, lui, il était à la marque quand même quand les gars sont arrivés. Et on les a évacués nuitamment. Ils étaient au bâtiment C. Cette histoire-là, il faut que je m'intéresse à ça. Franchement, si je peux avoir le c'est très important. Merci. Voilà. Je suis là. Tania, tu sais, moi, à plusieurs reprises, j'avais essayé de démontrer, d'accord, aux Ivoiriens et même aux Béninois, que s'il n'y a pas encore assez d'attaques terreau sur leur terre, même les Sénégalais, en fait, ce n'est pas parce que, bon, les Sénégalais, je sais, j'ai pas tellement d'informations comme les Béninois et les Ivoiriens. C'est pas parce qu'en fait, ils sont en sécurité. Non. Ils n'ont qu'à regarder leurs armées. Je suis désolé de le dire, Tania, mais la Côte d'Ivoire, on peut pas dire que la Côte d'Ivoire a une armée. Peut-être la Côte d'Ivoire avait une armée, mais à partir du moment où des rebelles et une armée étrangère a été capable de venir détrôner un président ivoirien de son palais, bombarder son palais, on peut plus parler d'armée, c'est fini. Ça veut dire que l'armée de la Côte d'Ivoire avait été stérilisée depuis ce moment. Et Tania, tu as parlé de cette liaison entre les Ouattara et ces terreaux depuis 2012. Donc ça veut dire que même il se pourrait que les opérations qui avaient été préparées pour faire tomber Gbagbo, parce que il paraît que les rebelles étaient tellement prêts et armés que ils étaient un peu plus puissants. Parce que j'ai lu un livre qui expliquait que vraiment, à un moment, les rebelles étaient tellement plus puissants. Leur coalition avec les militaires étrangers et autres était devenue plus puissante que les militaires ivoiriens. Et c'est ça qui avait fait en sorte qu'ils n'ont pas pu défendre Gbagbo, malgré qu'ils étaient capables à donner leur vie pour lui, et que finalement Gbagbo était tombé. Donc peut-être ces terreaux étaient dans cette coalition qui avait fait tomber Gbagbo. Parce que tu sais, ça reflète un peu la même chose. Parce que tu sais, Gbagbo et Kadhafi, ils avaient été attaqués presque par la même technique. Mais c'est que Kadhafi, lui, il s'était fait des ennemis qui étaient des Arabes. Et ça fait en sorte qu'ils ont pu avoir le maximum des terreaux. Franklin Yamsi a tellement démontré qu'il y avait les Émirats arabes unis et d'autres pays arabes. Et tu sais, Kadhafi, il manquait même de respect au roi de l'Arabie saoudite à l'époque. Et c'était des gens que vraiment on les défiait pas. Donc le monde entier était d'accord, y compris ses frères arabes, pour les faire zigouiller. Et ils étaient partis des terreaux, ils ont zigouillé Kadhafi et ils ont divisé la Libye en deux. Maintenant, les pro-Kadhafi, ce sont eux qui sont avec le général Haftar. Je ne vais pas faire hors sujet, je reviens sur le sujet. Donc aujourd'hui, il devrait avoir aussi deux Côtes d'Ivoire si Gbagbo n'était pas tombé. Est-ce que vous comprenez? Mais vu que Gbagbo était tombé, d'accord,
Donc la Côte d'Ivoire a été prise par les terreaux. Il faut que vous compreniez que la Côte d'Ivoire est à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est des terreaux qui sont en train de gouverner. Et lorsque j'ai leur manque de respect, certaines personnes me disent « Ah non, c'est quand même notre président, c'est ceci, c'est là. » Non, il ne mérite pas qu'on le respecte. Parce que tant que vous gardez un peu de respect à cet homme, ben vous lui donnez un peu de pouvoir qui lui permettra de faire naître la peur en vous. Et vous n'aurez jamais la chance de partir, les détrôner et de mettre quelqu'un qui est patriote, qui aime la Côte d'Ivoire. C'est ça que vous devrez comprendre. Le premier pas pour faire tomber ces mythomanes, c'est de commencer à lui manquer de respect. Mais d'ailleurs, ceux qui disent de le respecter, pourquoi on va les respecter? Les gens parlent de la Constitution, ils disent que bon, puisque c'est un chef d'État, constitutionnellement, on lui doit le respect. Mais comment on peut respecter quelqu'un qui est un terreau? Il ne respecte tellement pas la Constitution que il fait des activités avec des terreaux. Est-ce que vous savez c'est quoi un terreau? Moi, je vais vous dire c'est quoi un terreau. Un terreau, c'est quelqu'un qui attaque un village, les gens qui lui ont rien fait de mal, qui sont en train de dormir, qui vivent de la pêche, de l'élevage, de l'agriculture, qui n'ont rien demandé à personne et qui sont les plus désavantageux de la société, qui c'est à peine qu'ils arrivent à s'en sortir. Alors un terreau, c'est quelqu'un qui vient avec une arme attaquer ces genres de personnes, les zigouiller alors qu'ils lui ont rien fait, zigouiller les vieilles femmes alors qu'elles lui ont rien fait, zigouiller les femmes enceintes, zigouiller les enfants, zigouiller les personnes malades et brûler tous les villages alors que personne ne lui a rien fait. C'est ça un terreau. Et il faut que vous sachiez, chers Ivoiriens, que actuellement vous êtes pris en otage avec des personnes qui sont capables de faire ça. Et j'ai l'habitude de dire, le premier pas vers les terreaux, c'est les mensonges. Et vous voyez, tous les trônes de Dramane Ouattara est basé sur des mensonges. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien que cet homme a dit qui est vrai. Tout est faux. Tout ce qu'il fait, vous regardez, vous analysez un peu, vous allez voir que c'est faux. Dès qu'il fait une promesse, alors soyez sûr que c'est le contraire qu'il va réaliser. Et quand on regarde à quel point il ment, par exemple, quand il dit « je veux pas être candidat », il revient, il dit « je veux être candidat », est-ce que vous avez remarqué que ça lui gêne même pas? Ça, c'est les caractéristiques, c'est les symptômes de quelqu'un qui a la mythomanie. C'est-à-dire que ce n'est pas même, lui, en fait, dans sa tête, il ment pas. Pour lui, c'est normal. Il dit la vérité. Ça veut dire qu'il est malade, alors que tout le monde sait que ce qu'il dit, c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Et toute personne qui est capable de mentir comme ça, allez-y regarder, c'est un terreau. Tous les groupes terreau de l'histoire de l'humanité ont commencé suite à des mensonges. Il y a des vrais qui sont traités par nos ennemis comme des terreau. Par exemple, pour nos ennemis, nos chefs d'État panafricanistes, patriotes, souverainistes, indépendantistes, ce sont des terreaux pour nos ennemis. Est-ce que vous comprenez? Comme les Hamas, par exemple, pour les Israéliens. Mais pour les Palestiniens, les Hamas, c'est comme leurs militaires, en fait, qui les protègent. Est-ce que vous comprenez? Mais eux, les Ado Mouton et les Alassane Ouattara et son frère Ibrahim Akwala, ce sont des terreaux. Il faut que vous enlevez donc toute idée de respecter cet homme constitutionnellement. C'est quelqu'un qui manque du respect, qui ne respecte pas la Constitution. Vous ne devez pas le respecter. Moralement, il vous ment devant tout le monde, devant la télévision, devant tout le monde. Donc, moralement aussi, il ne mérite pas que vous le respectez. La seule façon pour vous, je vous l'ai dit, la seule façon pour vous de détrôner cet homme, c'est de commencer à vous dire qu'il n'y a aucune raison pour vous de le respecter. Tania, avant de chuter, je voulais vous faire écouter une vidéo pour vous démontrer qu'en fait, ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, Tania, c'est exactement ce qui s'était passé au Niger. Et même le fait que ces gars-là, soi-disant, ils jouent un rôle de négociateur, de vente d'armes. Tania, je vais te montrer cette vidéo, tu seras choqué. Ça fait presque 1 an que j'ai publié ça. Et ils vont aussi donner... Quand tu nous fais écouter, tu m'envoies ça aussi. Ok, Tania. S'il te plaît, tu peux me mettre un peu en grand, Tania. Coucou Oprah. Donc, il est là. Moi, j'ai passé 7 ans au Niger, de 2013 à 2020, à janvier 2020. Donc, je sais ce qui s'y passe. J'ai étudié les circuits de financement du terrorisme, j'ai étudié la population. De 2016 à 2019, le ministre de la Défense, Kala Moutari, que je connais, que j'ai rencontré, a détourné des fonds avec d'autres membres du gouvernement nigérien. Des fonds du budget de la défense. On parle d'opérations de contrats fictifs, de
de surfacturation, il a acheté des hélicoptères russes. Alors que nous, on a l'opération Barkhane, que le contribuable français, il paye entre 600 et 700 millions d'euros par an pour Barkhane. On a été acheter on les a laissés faire ces contrats fictifs, acheter des hélicoptères aux Russes, ça a duré 3 ans. De quand à quand ça ? De 2016 à fin 2019. Et pourquoi ? Et là-dedans, on retrouve des acteurs qu'on connaît, qui sont parfaitement fichés en France. Des acteurs africains ou des acteurs français ? Des acteurs africains, Petit Boubé, alias Aboubacar, Ima, alias Style Féroce, il est parfaitement fiché en France, il est parfaitement connu, il est parfaitement connu au Nigeria. Et on sait ces gens-là. Tania, tu sais, il a parlé du ministre de la Défense, comme au Burkina Faso, d'accord? Je vais juste donner une précision avant de continuer la vidéo. Tania, tu sais, à l'époque où cet homme-là a fait cette annonce, d'accord? J'étais dans la région où il y a eu le plus d'actions terreau, où même les réfugiés du Nigeria ont fui et on les a amenés là-bas. Donc moi, j'avais un projet, j'étais parti là-bas, j'étais en train de causer avec les victimes des terreau. Je prenais les histoires, enregistrements, je les écrivais parce que j'avais un but, un objectif que je voulais faire. Tania, je te jure, hein, en ce moment-là, il y avait une femme qui me disait que elle peut faire une semaine, elle n'a pas touché 100 francs CFA. 100 francs CFA. Tania, quand j'avais calculé le nombre des réfugiés qui sont venus de plus de 800 villages, et je me suis dit, bon, si le gouvernement veut les aider, combien il faut au minimum pour qu'on change leur vie, malgré que leur vie a été détruite à jamais. C'est impossible qu'on leur redonne leur vie parce que c'est des gens qui ont perdu leurs enfants. Il y a même une vieille femme, bon, je peux pas raconter l'histoire pour protéger ton live. D'accord, Tania? Et avec juste 500 millions, Tania, on peut améliorer la vie de ces gens. Mais tu sais, le ministre Lakalla Moutari, que ce blanc-là est en train d'accuser, tu sais combien on a dit qu'il avait volé? On avait dit qu'il avait volé presque 200 milliards, Tania. 200 milliards. Suite à des opérations de surfacturation. Je suis un peu dans le domaine 3 points de suspension. Tania, tu sais ce qu'est une opération de surfacturation? C'est comme si tu dis que ce pistolet, tu l'as acheté par exemple à 300 000 francs CFA. À 500 000 francs CFA. Alors que tu l'as acheté à 100 000 francs CFA. C'est ça une opération de surfacturation. Tu trouves un expert comptable, il te fait des factures et il met 500 000 l'unité. Alors que c'est 1000 francs ou 10 000 francs l'unité. Voilà comment ils font dans les institutions publiques au Niger pour voler les deniers publics alors que les pauvres du Niger sont en train de mourir. Et tu sais, à l'époque, Tania, les militaires nigériens n'avaient pas d'armes. Qu'elles partent sur les terreaux, c'est comme si en fait ils partaient donner leur âme au diable en fait. Ils n'avaient pas d'armes. Et le gars, il détourne l'argent avec laquelle il devrait acheter des armes à la population. Mais attends, c'est pire. Tu as entendu, il a parlé d'un gars, Style Féroce. Au Niger, tout le monde le connaît. Même actuellement, il est en toute liberté au Niger, Tania. Quand le blanc là, le journaliste va le demander, Style Féroce, qu'est-ce qu'il fait en fait Attends voir, attends, je te mets, tu vas entendre. Eh ben, c'est un des grands bénéficiaires des contrats qui ont été découverts par une commission qui a travaillé sur ce sujet de détournement de fonds et qui a fait ses rapports récents. Et donc on s'aperçoit que les fonds de la défense nigériens ont été détournés. Alors, à Niamey, il y a la DRSD, la DGSE, le Quai d'Orsay, des attachés défense, il y a des officiers français, il y a du monde. Il y a l'opération Barkhane. Il y a du monde à l'aéroport, il y a du monde dans l'ambassade, il y a du monde au ministère de la Défense nigérien. Et on va me faire croire que pendant... Attends, Tania, tu as entendu, il a parlé de l'opération Barkhane, non? J'avais fait un stage que